ce moi. Je le dis souvent, en fait, il y a deux ways dans la vie. Il y a deux façons de vivre sa vie où je suis créatrice de ma vie, où je suis actrice de ma vie, où je suis victime. Il n'y en a pas 50. C'est pas je suis entre les deux, je suis un peu des deux. C'est où tu es actrice, tu te réalises, ou alors tu restes la victime de ta vie, cette victime eh bien, qui finalement est sensible aux événements de l'extérieur et finalement qui dépend un petit peu de ce que l'environnement va pouvoir lui donner. Alors, on va déjà, pour mieux s'imprégner du dossier, en fait, de cette thématique intéressante ce soir, et je suis sûre qu'elle va percuter dans vos esprits. On va déjà essayer de définir qui est la créatrice, qui est l'actrice de la vie, de sa propre vie, et qui est cette victime. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous dire en qualité de quoi j'interviens. Alors, pour celles qui me connaissent, d'ailleurs, ça fait toujours plaisir de voir des petits noms comme ça sur l'écran, des noms de personnes qu'on connaît. Et ça me réchauffe le cœur, même si quelque part on est séparés par un écran. Mais pour moi, c'est important. Donc, je voudrais quand même saluer toutes ces personnes qui sont là ce soir et les remercier. Et vous dire un petit peu qui je suis. Je m'appelle Hannah Cohen et on va dire, ma passion, c'est l'accompagnement. C'est pouvoir accompagner l'être humain à développer toutes les facettes de sa personnalité pour pouvoir se rapprocher au mieux de son projet de vie. On a tous un projet de vie et justement, on a des ressources, on a des facettes de nous qui restons bien endormies, anesthésie à l'intérieur de nous. Et justement, le développement personnel, c'est développer, retirer cette couche qui nous entoure pour pouvoir fonctionner avec le meilleur de nous-mêmes, avec les ressources qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, qui sont souvent inconnues, qu'on ne connaît pas et qu'on ne met pas au profit de notre vie. Donc, mon métier, c'est justement… Alors, j'ai la chance de conjuguer deux passions, puisque je suis enseignante dans des grandes classes au lycée, dans une école. Je gardais l'enseignement d'élèves de terminale, parce que je trouve ça très enrichissant pour moi-même. D'ailleurs, je dis souvent à mes élèves, c'est vous qui avez fait la personne que je suis aujourd'hui. Je dis souvent, vous m'avez formée et déformée. Mais voilà. Et d'un autre côté, j'ai la chance, et je dis bien la chance, et je remercie le ciel tous les jours, de pouvoir accompagner l'humain, que ce soit la femme, l'homme, le couple, l'adolescent, dans les différentes phases de vie, pour pouvoir l'aider justement à avancer et ne pas rester bloqué dans des situations qui l'empêchent de se développer. Alors, j'ai un cabinet de coaching sur Neuilly et j'accompagne au quotidien toute personne qui, justement, va rencontrer peut-être des questions ou alors peut-être même la volonté, même s'il ne se retrouve pas devant un problème, de se challenger et peut-être d'atteindre un objectif professionnel et voilà, chacun selon un petit peu son besoin du moment. Alors, un coach, en réalité, c'est un entraîneur cérébral, c'est quelqu'un qui va justement donner des outils pour pouvoir entraîner cette boîte crânienne, parce qu'on estime que tout démarre de là. Tout ce que je peux ou je ne peux pas, tout ce que j'obtiens ou je n'obtiens pas, tout ce que je réussis ou je ne réussis pas, dépend un petit peu de la manière dont on va justement utiliser ce cerveau finalement à atteindre ou pas ce que l'on veut. Donc, mon rôle, justement, c'est d'amener des outils pour qu'on puisse, justement, encore une fois, utiliser cette boîte précieuse et pouvoir se réaliser. Tout à l'heure, j'ai commencé par vous poser la question, mais qui est le créateur? Qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Qui est cette personne qui, en fait, est au centre de sa vie, qui en vérité développe sa vie et réellement cette personne qui prend sa vie avec beaucoup de responsabilité. Bien, c'est une personne qui a un point, c'est une personne qui est
constamment en contact avec la réalité et sa réalité. C'est important ce que je dis ce soir. C'est une personne qui est en contact avec la réalité et sa réalité. Il n'essaye pas de se trouver un système d'excuses. Il est là, il prend ce qu'il y a et finalement, il va pouvoir, avec cela, se développer. Donc, ça lui permet de beaucoup mieux contrôler ses réactions, contrôler ses émotions. Il va, par rapport à n'importe quelle situation, essayer de déployer toutes les forces qu'il a. Et surtout, ça c'est très important, il vit les choses comme si on lui envoyait des opportunités pour pouvoir grandir. Il ne vit pas les choses comme des obstacles. Il n'appréhende pas les choses comme des obstacles ou comme quelque chose qui aurait l'air d'un empêcheur de vie. Au contraire, il prend ça comme une opportunité. Il saisit ses perches. Imaginez-vous, dans le ciel, il y a des espèces de fils qui sont tendus. Il saisit ses perches et il les tire pour pouvoir justement se développer. Parce qu'il a bien compris que la personne qui réussit, ce n'est pas la personne qui reste à attendre qu'on lui donne, c'est la personne qui essaye de se développer. Et pour se développer, il doit être connecté à sa réalité, à la réalité de ce qu'il vit. Ça le rend, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, responsable. Je répète toujours que responsable ne veut pas dire coupable, mais on va dire complètement autonome face à la situation qu'il vit. Il n'accuse pas les forces de l'extérieur, les forces hostiles qui l'entourent. Il ne laisse pas l'extérieur définir qui il est et qui il veut devenir. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire écoutez, moi j'avance pas parce que j'ai ma belle-mère qui est comme ça, parce que j'ai un enfant qui est comme ça, ou parce que mon mari est comme ça. Il ne laisse rien, que ce soit les événements ou les individus, définir ou les succès ou même les échecs, qui il est et qui il va devenir. D'ailleurs, si on revient au mot exister, on est vraiment là-dedans, mesdames. Exister, c'est ex, qui veut dire extérieur. Ister, être. C'est être, en fait, en mouvement vers l'extérieur. C'est ça quelqu'un qui vit pleinement. C'est ça quelqu'un qui est créateur. C'est quelqu'un qui est en mouvement vers l'extérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'endormir sur ses lauriers ou s'installer dans sa zone de confort. Donc, il va faire des choix, il va les assumer et cette activité mentale, cette activité physique va l'aider à donner le meilleur de lui-même. Voilà, ça c'est en raccourci, bien sûr, c'est quelqu'un qui est acteur de sa vie. Maintenant, on va présenter la victime. Qui est la victime? Alors déjà, juste pour une information, la victime, c'est le rôle, en fait, le plus tenu sur cette planète. C'est le rôle le plus confort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chez la victime, il n'y a aucune responsabilité et il n'y a ça n'engendre chez elle aucune question. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elle en est là où elle en est, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute de l'extérieur, c'est de la faute peut-être de son manque d'apprentissage, c'est la faute de son passé. Donc, zéro remise en question et elle est dans un système d'excuses conscient ou inconscient, permanent, qui va expliquer ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle n'a pas obtenu, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a échoué. C'est en fait essayer de trouver à l'extérieur des excuses qui vont expliquer son vide intérieur. C'est un peu ça, la victime. Si je devais la résumer en 2 mots, c'est trouver des excuses à l'extérieur qui vont pouvoir justifier son vide intérieur. C'est une personne un peu qui attend finalement le prochain train, qui est sur ce quai et qui dit bon, c'est pas grave, ça sera le prochain train, mais le prochain train, tu n'auras peut-être pas les mêmes opportunités, tu ne vas pas rencontrer les mêmes personnes, même si c'est le même train, et même si
tu penses qu'il va pouvoir t'amener à la même destination, tu te coupes d'opportunités parce qu'en fait, tu es attentiste, tu attends que les choses changent de l'extérieur. On a tous entendu cette phrase, moi je l'ai entendue plusieurs fois, tu sais, quand mes enfants me respecteront, eh bien je pourrai être cette maman modèle. Vous connaissez cette phrase, hein? Quand eh bien, il y aura ça, 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 je pourrai devenir ce que je peux devenir. Ou encore, on l'a entendu, vous l'avez entendu, moi je l'ai souvent entendu, eh bien, quand le Covid passera, eh bien, je prendrai soin, par exemple, de moi et de mes besoins psychologiques. Eh bien, le Covid est passé, enfin, on espère, hein, on espère que c'est un souvenir très lointain et que Kadosh Baruch Hu donne de la bonne santé à chacun. Mais la Covid, on va dire, est en train de se stabiliser et les choses n'ont pas changé de ce côté-là. Ou quand on dit, quand mon enfant grandira, je prendrai le temps de pouvoir, je ne sais pas, m'instruire ou apprendre. Et tout simplement, l'enfant a grandi et il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, eh bien, elle a tout placé, elle a mis en responsabilité l'autre, elle a mis en fait que, en deux mots, le problème, il est réellement à l'extérieur, hein, le problème, il n'est pas en moi, et la solution, elle est à l'extérieur, et la solution n'est pas en moi. Donc, c'est vrai que c'est une personne qui a une très, très faible estime de soi, qui n'a pas travaillé cette matière, parce que je vous rassure, l'estime de soi, c'est pas quelque chose, un acquis, hein. C'est une matière qu'on développe. C'est pas je suis née et j'ai une belle confiance en moi. Je vous rappelle que l'estime de soi, c'est en fait ce cocktail de ces trois ingrédients majeurs qui sont l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Et c'est ce mélange harmonieux qui donne ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, en fait, c'est une personne qui n'a pas du tout, comme elle n'a pas travaillé sur elle, elle n'a pas travaillé cette dimension si essentielle, qui n'a pas confiance en elle et qui est constamment en train de se dévaloriser. Elle est dans un sentiment d'infériorité. Elle peut même arriver à faire du chantage affectif parce qu'en fait, si tu n'es pas là, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Elle ne se sent pas du tout capable de pouvoir surmonter les obstacles de la vie et estime que finalement, elle ne mérite pas, j'ai envie de dire, l'admiration de ceux qui l'entourent. Alors, je vais donner peut-être la psychologie moderne, en fait, donne une définition un peu dure de qui est la victime. Je vais quand même vous la proposer parce qu'elle laisse pas mal à réfléchir. En fait, quand je vous ai dit que c'est une personne qui ne se réalise pas vraiment, qui ne développe pas son plein potentiel, on la compare à un mort-vivant. Ouais, à un mort-vivant, oui. C'est une personne, écoutez jusqu'au bout, qui est morte à l'âge de 35 ans, mais qui a été enterrée à l'âge de 90 ans. Elle est morte, c'est-à-dire à l'intérieur d'elle, elle s'est installée dans une zone de confort, elle s'est mise un peu suiveur des choses, elle a pris ce qu'on lui a donné, mais pas plus que ça. Donc, en réalité, elle est morte à 35 ans, même si elle a été enterrée à 90 ans, eh bien, elle n'est pas là, elle ne se réalise pas. Voilà, ça c'est un peu la définition de ce qu'est un créateur, un acteur et ce qu'est la victime, pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux rentrer dans le dossier. J'espère que ça a été clair. On continue, on y va. Alors là, je vais vous proposer des pistes de réflexion avec des outils qui vont vous permettre justement, mesdames, c'est des choses que j'utilise moi-même en séance, qui vont vous permettre de pouvoir sortir un peu de cette torpeur dans laquelle on peut être très facilement installé pour rentrer dans votre vivacité, dans votre rayoute et pouvoir donner le meilleur de vous-même. On en est toutes capables. Et parfois, vous savez quoi? Ce qui nous manque, c'est des ingrédients. Vous allez faire un bon gâteau, mais si vous voulez faire un bon gâteau, il faut avoir les bonnes doses, les bons ingrédients et vous allez réussir formidablement vos gâteaux pour Shabbat et vous allez en être fiers. Alors, la première chose que je vais
enfin, sur laquelle on va revenir, même si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Mais je vais revenir, et là, je vais un peu plus appuyer. C'est qu'en fait, un acteur, c'est quelqu'un qui réellement vit au présent. Il vit au présent. Il n'est pas là constamment à regarder dans le rétroviseur. Ah, mais hier, ah, mais avant. Sinon, il rentre dans une espèce d'enfermement mental et il se poste dans un endroit qui ne sert à rien. Parce qu'en réalité, quand je reviens à mon passé, je n'ai plus aucun pouvoir sur ce passé. Je n'ai aucun pouvoir. La seule chose que je fais, c'est me lamenter. J'aurais dû, et finalement, je reste coincée dans dans cet espace qui aujourd'hui ne sert absolument à rien. Donc, encore une fois, je me coupe des opportunités que le ciel me tend à chaque instant, parce qu'en réalité, quand Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, mesdames, il nous a donné comme mission de vie de nous développer, de nous bonifier. Et dans sa bonté infinie, il nous donne des opportunités. Simplement, quand tu es dans un statut de victime, tu ne les vois même pas. Tu passes et tu ne les vois même pas. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que je revienne ici et maintenant et que j'apprenne à lâcher le passé. Le passé, il est, vous le savez, dépassé. Parce que si toute ta vie, je vais dire quelque chose de fort, tu vis en réaction par rapport à ton passé, ben tu sais quoi? Tu te sabotes. Tu te sabotes et tu t'organises tout simplement à rester victime de ta vie. Et c'est extraordinaire. Tu rentres dans un chemin de schéma répétitif, de schéma à répétition de victimisation. C'est même plus fort que ça. Ça veut dire qu'en fait, si tu restes coincé dans ton passé, j'aime bien le mot coincé, tu restes dans un enfermement mental, tu vis en réaction par rapport à lui et tu t'organises pour créer des schémas à répétition de victimisation. Tant que tu n'as pas choisi de te débarrasser, j'ai envie de dire, de tes vieux fantômes, qui n'ont absolument rien à voir, parce qu'à l'époque, tu étais peut-être une enfant, une jeune fille, mais aujourd'hui, tu es une femme. Donc, si tu ne te cites pas consciemment de te débarrasser et de faire la paix d'une certaine façon avec ce passé qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui, eh bien, tu vas perdre ton pouvoir. Et tu ne pourras pas être actrice. Parce que quelqu'un qui reste dans le passé, c'est quelqu'un qui se défait d'un pouvoir. Le pouvoir de pouvoir. Donc, pour avancer, mesdames, il y a un secret. C'est développer de la disponibilité d'esprit. Imaginez-vous une tête où il y a des tonnes et des tonnes de dossiers. Il y a des dossiers qui sont opportuns pour le moment actuel. Vous avez un souci avec un enfant, vous avez un souci par rapport à votre activité professionnelle, vous devez améliorer votre relation de couple. Tout ça, ce sont des points qui sont importants pour pouvoir améliorer votre présent et votre avenir. Mais rester avec des dossiers qui ne servent à rien, qui empoisonnent mon esprit et qui m'empêchent de pouvoir même ne serait-ce que développer des nouvelles facultés, quel dommage, on amoindrit notre réalité, on amoindrit nos capacités, on a des réactions complètement inadaptées parce qu'en fait, elles sont souvent en réaction avec les situations du passé. Et des fois, je vais réagir et surréagir de façon disproportionnée, tout simplement parce qu'en fait, je confonds deux endroits, le passé et le présent. Alors qu'en réalité, si j'ai envie d'être juste avec moi-même, le passé n'a absolument rien à voir avec mon présent. OK ? Tel qu'a été votre passé, vous vous êtes planté, vous n'avez pas tout fait, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même, vous n'avez pas eu ci, vous n'avez pas eu ça, c'est OK. Aujourd'hui,
tu peux le devenir. Tu peux devenir la femme que tu as envie. Tout se crée ici et maintenant. Donc l'idée, c'est quand on parle de lâcher le passé, c'est d'évacuer un petit peu les excédents et de voyager léger. Sinon, ça s'appelle vivre dans un décalage temporel. Vous n'êtes pas là. Quand on parlait tout à l'heure de mort-vivant, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas là, ici et maintenant. Vous êtes posté dans un endroit qui ne sert à rien. Il va falloir apprendre à fermer les dossiers. C'est comme si vous avez une table avec plein de dossiers ouverts. Elle encombre toute votre table, mais finalement, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout câblé pour pouvoir avancer. Il y a trop de dossiers. Donc, essayons de créer ce qui s'appelle de la disponibilité d'esprit. Parce que si vous ne fermez pas ces dossiers interagissent à l'intérieur de vous et continuent à s'initier dans votre vie du présent. Même si vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez 40 ans et que ça s'est passé dans le passé, sachez quand même que le cerveau n'oublie rien, il encode, il met ça dans votre mémoire à long terme et waouh, et ça réagit. Et c'est toujours là. C'est comme s'il manquait, regardez, quand je dis comme ça, quand je vais vous donner un exemple sympathique, quand je fais tin, 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 il manque une note. Il manque une note. Donc, ça veut dire que le dossier est là et il n'attend qu'une chose pour être fermé, de pouvoir mettre votre conclusion à haut niveau. Je vais vous donner un petit outil qui va vous permettre de vous aider. Regardez, quand vous vivez comme ça, quand vous revenez sur une situation et peut-être que vous revenez sur une enfance difficile, ça a pu être, c'est OK. Vous allez peut-être revenir sur la situation qui revient souvent. D'ailleurs, écoutez-vous parler, vous allez avoir toutes les informations sur les situations qui attendent d'être fermées. Ça peut être aussi, je ne sais pas, j'ai vécu une situation traumatique, je ne sais pas, là, j'ai pas pu, qu'est-ce que je peux dire, j'ai fait une fausse couche, à Dieu ne plaise, j'ai perdu mon emploi, ok. Donc, il va falloir revenir sur la situation et prendre une feuille avec 4 cases. Dans la première case, je vais prendre mon stylo et je vais laisser mon stylo écrire exactement ce que j'ai pu ressentir, ce qui s'est passé à cette époque, qu'est-ce que j'ai vécu, quels ont été mes sentiments et les pensées qui ont accompagné cette situation. Voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est quels ont été les désavantages de cette situation. Si j'ai perdu mon emploi, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver, je suis rentrée dans des problèmes de parnassa, de difficultés financières, j'ai développé une période où j'étais extrêmement nerveuse, voilà. Ok, on va marquer tous les désavantages. Allez-y sans modération. Allez-y, notez. Vous êtes en train tout simplement, encore une fois, de développer cette disponibilité d'esprit. Ça fait du bien, mesdames. Ok, après ça, quels ont été les avantages de cette situation? Je répète, quels ont été les avantages de cette situation? Alors, vous allez me dire, Rana, tu exagères quand même, de dire, j'ai perdu un emploi, quels peuvent être les avantages? Il y a toujours des avantages. Toujours. Peut-être que ça m'a permis de me déployer et de peut-être me mettre dans de nouveaux apprentissages. Et tiens, moi qui pensais que je ne savais faire que ça, là, j'ai peut-être découvert quelque chose qui pouvait être dans mes cordes et qui pouvait aussi m'aider à me réaliser. Tiens, je me suis tournée vers une autre profession. Ou ça peut être aussi, j'ai peut-être appris ou j'ai peut-être passé plus de temps avec mes enfants. Voilà, les avantages. Et la dernière case, c'est la plus importante. Quelle est la force que je choisis de retirer de cette situation, attention, et que je vais
avec laquelle je m'engage à installer dans ma vie d'aujourd'hui. Je reprends. Quelle est la force que je choisis de retirer de telle ou telle situation avec laquelle je m'engage dans mon quotidien de vivre. Tiens, peut-être la force, c'est que finalement, on ne se connaît pas et que peut-être, moi qui pensais savoir faire que ça, eh bien, j'ai pu découvrir que j'avais un potentiel qui dormait. Et à partir de maintenant, je choisis de pouvoir aller, d'allumer cette torche et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi pour aller activer toutes mes ressources. Et en me disant, je ne me connais pas, il y a plein de ressources, de capacités qui sont anesthésiées à l'intérieur de moi. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné la dernière note. Tout à l'heure, je vous ai dit tin, 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 tin. C'est vous qui avez mis le dernier tin. Vous avez fermé le dossier et vous n'êtes pas resté victime d'une situation. Vous avez donné une conclusion à haut niveau. Vous en avez retiré l'information qui va vous permettre de pouvoir avancer et ne plus jamais revivre une situation où, eh bien, je reste victime. Et là, je suis complètement créatrice de ma vie. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est très important, cette notion du passé, cette notion où j'ai le devoir de pouvoir, eh bien, évacuer toutes les situations, tout ce qui me pèse, parce que, mesdames, vous ne pourrez pas être complètement présente ici. Et vous allez remplir cette boîte crânienne de toutes sortes de choses et vous n'aurez plus de place pour rentrer les éléments essentiels. Donc, on est tenu de créer cette disponibilité d'esprit, sinon on risque d'être surchargé, d'où la surcharge cognitive. C'est ça la surcharge cognitive. Mais ça, mesdames, ça m'appartient. C'est mon travail. Et c'est à la portée de tous. Essayez, vous verrez, ça marche très, très, très bien. J'aime bien cette parole de sage quand on parle aussi du passé. Vous la connaissez tous, mais je vais quand même la répéter. Et ça va peut-être vous permettre aussi, par rapport à certaines situations eh bien, qui dans le passé ont été pour moi insoutenables et sur lesquelles, ou alors des situations que je vis actuellement qui sont très compliquées, pour aussi pouvoir générer un espèce de lâcher-prise, c'est en fait cette parole de sage qui est mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, si vous voulez, j'ai envie de dire, je terminerai par cette phrase, je terminerai au moins ce point-là. Mesdames, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et au lieu de vouloir m'installer dans un mode d'affrontement, je pense qu'il faut accepter les choses. Accepter, encore une fois, on va en parler tout à l'heure, ça ne veut pas dire aimer ce que je vis, mais accepter de se dire, il y a ce qui est et je dois composer avec. On en reparlera tout à l'heure, ça. On va avancer dans un deuxième point qui rejoint un petit peu cette notion du passé. Mais si tu veux retrouver ton élan créateur, ta vitalité, il va falloir que tu t'organises et que tu t'entraînes, et c'est un entraînement cérébral, oui, à lâcher le souci. Vous savez, on a tous des soucis. Et on est tous câblés, on est tous équipés pour se focaliser sur le souci du moment et ne rien voir à côté. Alors, on a tous un souci de voiture, un souci de, je sais pas, de logement, un souci de femme de ménage, un souci avec un enfant, un souci, on en a tous. D'accord? Mais en réalité, encore une fois, il y a deux façons de vivre ta vie, où tu vas vivre victime, ou tu es créateur. Aujourd'hui, ce
sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est ce qu'on appelle en coaching, c'est un mot très un peu barbare, mais P-E-E. P. Pour pouvoir justement lâcher le souci, il va falloir que tu reviennes à tes pensées. E, qui vont générer tes émotions. E, qui vont générer ton énergie. Donc, en réalité, il va falloir, si tu veux changer d'énergie et que tu veux te mettre dans une énergie créative, être créatrice, être dans cet élan de vitalité, il va falloir que tu reviennes à cette notion de pensée, émotion, énergie. P-E-E. Vous savez, je dis souvent qu'on peut tordre le cou aux pensées négatives. Ça va faire penser peut-être à certaines femmes à qui j'avais donné une conférence, non pas une conférence, un petit moment de partage il y a quelque temps. Ce qui me permet de pouvoir tordre le cou à ces pensées négatives, ce n'est pas y mettre une pensée positive. Beaucoup trop simplée. Et comme je le dis souvent, c'est un peu là la limite de la pensée positive. Ce qui tord le cou à une pensée négative, c'est en la déstabilisant au travers de questions. Quand vous avez comme ça le souci qui est là et qui vous habite, posez-vous cette question, est-ce que mon comportement est adapté? Est-ce que ma manière de penser là m'aide à mieux me sentir? Est-ce que ma manière de me focaliser sur le souci m'aide à mieux gérer la situation? Est-ce que cela me donne une attitude réaliste où je suis proactive et non réactive? Répondez à ces questions. Vous allez voir que vous allez commencer à déstabiliser ces pensées négatives, vos émotions vont se transformer et votre énergie de surcroît aussi. Parce que de toutes les façons, je vais vous dire, on a beaucoup de pensées dans la journée. On a 60 000 pensées. OK, big deal. Mais il faut savoir qu'une pensée qu'on n'a pas traitée, elle revient. Elle revient. D'accord? Donc, aujourd'hui, on sait que l'homme est câblé ainsi. Il est câblé pour se focaliser sur les pensées négatives. C'est sa façon d'être. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir couper l'herbe sous les pieds, on va être obligé de ne pas développer une pensée positive, mais une conscience positive. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas au même niveau. La pensée ne va pas faire grand-chose si vous dites eh bien, je ne vais pas y arriver ou j'ai un gros problème. D'accord? Ce n'est pas en disant non, non, tout va bien, je n'ai pas de problème que les choses vont disparaître. Pas du tout. Mais en se posant de vraies questions, vous allez avoir et susciter de vraies réponses. C'est ça qui est intéressant, mesdames. Donc, l'idée, c'est que quand on va justement lâcher le souci, on va développer une conscience positive. Vous savez, je vais vous donner un petit outil tout simple qui se tourne autour d'autosuggestion. Mais quand on veut sortir comme ça d'une période un petit peu, d'une journée un peu anxiogène, où le souci est présent, on est anxieux pour ça, on n'est pas tranquille pour nos enfants, et c'est légitime, hein, on est des mamans, on veut le meilleur, mais malheureusement, des fois, en développant des peurs, on ne les aide pas. Hein. Finalement, on leur transmet nos peurs et on les affaiblit. Donc, l'idée, c'est pour ne pas rester là-dedans et ne pas transmettre, parce que c'est très, très, très contagieux, il faut le savoir. Hein, vous passez beaucoup de choses au travers, même si vous ne dites pas les choses, au travers de votre langage non verbal. Il y a plein de choses qui passent. Même si vous ne dites pas à votre enfant, tu sais, je suis angoissée. Mais c'est quelque chose qui se sent. Et je vais vous dire, franchement, nos enfants, c'est des... comment on va dire ça? C'est des tours de contrôle, c'est des éponges émotionnelles, ils savent tout. Ils comprennent tout et ça à n'importe quel âge. Donc, quand vous sentez comme ça, vous êtes dans une conscience anxiogène, eh bien, changez de posture tout de suite. Vous savez que la posture est très importante et prenez une bonne inspiration.
Avec le nez, on inspire avec le nez. Et là, à ce moment-là, on va dire quelque chose qui peut-être pour vous peut paraître un peu chinois. Mais le cerveau l'encode très bien. Mon corps, je vais vous expliquer après les mots, libère des neuropeptides qui correspondent à la paix et à la tranquillité. Je répète, on prend une bonne inspiration et on va dire mon corps libère des neuropeptides correspondant à la paix et à la tranquillité. Une onde douce de tranquillité et de détente me traverse. Quand on a dit ça, on lâche et on expire. Et ça, on va le faire jusqu'à arriver à un point de neutralité. On peut le répéter 10 fois. Mon corps libère des neuropeptides correspondant à la paix et à la tranquillité. Une onde douce me traverse, une onde douce de tranquillité me traverse et de détente me traverse. Donc déjà là, eh bien, vous êtes en train de reprendre le contrôle et vous êtes en train de passer à votre cerveau ce que vous voulez ressentir. Répétez-le autant de fois jusqu'à arriver à une certaine neutralité. Vous pouvez aussi, ce qui marche très, 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 très bien, prendre une bonne inspiration. Je répète, on inspire avec le nez et répétez, je peux laisser tomber cela. Je lâche le souci, je me détends et je choisis la paix. Et là aussi, vous êtes en train d'envoyer un message très fort à votre cerveau. C'est exactement comme ça que j'ai envie de me sentir. Alors, est-il possible de nous écrire toutes ces phrases? Alors, je ne vais pas pouvoir le faire maintenant. Je pourrais les envoyer à Élodie avec grand plaisir, mais je pense que la vidéo sera mise sur le site et comme je les ai répétées, vous pourrez les reprendre mot pour mot. Vous avez raison, c'est des phrases très importantes et je pense qu'elles peuvent nous aider. J'aime bien donner comme ça des outils que moi j'utilise pour moi qui marchent. Alors, qu'est-ce que c'est que les neuropeptides? Je vous ai peut-être mis un mot savant, mais en fait, c'est des petites protéines, qui en fait libèrent des neuromodulateurs à l'intérieur de nous. Donc, on est en train d'évoquer en vérité ce que l'on veut. Et ça, si vous voulez, ça va activer dans notre cerveau une espèce de paisibilité et de tranquillité. Ça, c'est un premier point. On peut aussi choisir de, par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure de disponibilité d'esprit, ça peut être, vous pouvez utiliser cet outil que je vais vous proposer, qui est un outil aussi, pour moi, exceptionnel, que j'utilise beaucoup. C'est en fait, pour créer de la disponibilité et revenir sur le moment présent et continuer à avancer, à passer la journée que j'ai envie d'être et être proactif, il va falloir apprendre à dépasser ces soucis qui sont quotidiens. On en a tous. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va peut-être, prendre une bonne inspiration, s'asseoir, mettre ses mains là sur ses oreilles et peut-être respirer 2-3 fois et essayer de se concentrer sur le souci du moment. Je me concentre sur mon souci, sur ce qui me gêne, ce qui me bloque, d'accord? Et en quelques secondes, au travers de mes représentations mentales, je vais me représenter le souci du moment. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il nous appartient de créer cette disponibilité d'esprit. Voilà, on va essayer de prendre le souci une fois que je l'ai bien devant moi. Il est là. J'ai tous les paramètres de ce souci, de ce qui me dérange. Je vais essayer mentalement de le déposer devant moi. Je le dépose. Il est là, devant moi. Et là, moi, je le regarde d'en haut. Donc, j'ai devant moi toute
la représentation de ce que représente aujourd'hui mon souci. J'ai tous les paramètres. Une fois que j'ai tout ça, je prends tout ça et je fais ce geste. Je le dépose devant moi. Et je le regarde d'en haut. Attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas du tout fini. Je le dépose devant moi. Une fois qu'il est devant moi, eh bien, je vais peut-être choisir, dehors de le regarder d'en haut, je dis, tiens, comment ça se passe quand je le regarde d'en haut? Ok, je le regarde d'en haut. Pour le rendre un peu plus insignifiant, ok. Une fois que je le regarde d'en haut, je vais peut-être choisir de le déplacer un peu plus loin. D'accord? Et lorsque je le vois un peu plus loin, j'essaye de le regarder et de me dire, mais tiens, là, mon souci, il est comment là? Je le sens comment? Il a quel impact sur moi? Quelle est la réaction que j'ai face à lui? Ok, tiens, c'est marrant. Il est là, mais il est moins important. Tiens, je le vois moins dur. Ok, très bien. Donc, je commence à avoir une espèce de maîtrise sur ce souci qui m'habite. Et là, qu'est-ce que je peux faire aussi quand il est un peu plus loin? Je vais peut-être me concentrer et essayer de le réduire, comme si vous aviez ici 2 boutons. Vous allez le réduire. Vous allez choisir de réduire ce souci de moitié. Tiens, quand il est comme ça, réduit de moitié, il a quel impact sur moi, là, le souci? Tiens, j'ai l'impression que il ne veut peut-être plus dire grand-chose. Et je vais continuer à le réduire, Tiens, jusque-là, il avait quelle couleur, le souci? Il était un peu noir. Tiens, j'ai envie de lui mettre de la couleur. Peut-être je vais le rendre peut-être plus sympathique au niveau de la couleur. C'est devenu un point. Il a une couleur différente. C'est devenu, comme j'ai réduit, là, vous voyez, j'ai tourné ces 2 boutons. Il est tout petit. Et en plus de ça, de surcroît, il a une superbe couleur. Très bien. Maintenant qu'il est petit et que vous l'observez un peu avec une couleur différente, vous allez essayer justement de prendre des bonnes respirations. Vous savez que la respiration, c'est pas juste, c'est pas juste un moyen de pouvoir vivre, mais la respiration me connecte à ce 3e cerveau qui est le cœur. Donc l'idée, c'est que en respirant, je vais envoyer à mon cerveau quelque part, ce que j'ai envie par rapport à ce problème. Maintenant, une fois qu'il est tout petit, qu'il est loin de vous, qu'il est d'une autre couleur et qu'il n'a plus d'impact sur vous, vous savez ce que vous faites? Vous le reprenez et vous le mettez dans un coin de votre tête, à l'endroit où vous voulez. Ça peut être là, ça peut être à l'extrême droite, à l'extrême gauche. On n'a pas dit que le souci a disparu. On ne cherche pas à faire des tours de magie. Pas du tout. On cherche à rester en conscience, mais on cherche à ce que le souci n'ait plus d'impact sur nous. C'est différent. Et là, on développe une certaine maîtrise sur les situations de la vie. À 90%, le souci a disparu. Il n'est pas disparu, mais il a moins d'impact sur vous. Il reste un point, tout petit point, qui est dans votre cerveau. Mais en même temps, il ne va pas obstruer votre journée, il ne va pas vous empêcher de continuer à traiter tous les autres dossiers de votre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne vous demande pas de le croire, faites-le, vous allez voir, ça marche très, très bien. J'espère que j'ai été claire, mais essayez de faire votre propre scénario. Moi, je vous ai donné la manière dont moi, je l'utilise, mais vous allez être créatrice et vous allez être aussi... vous allez inventer la manière dont vous voulez vivre justement ce report du souci en le sortant de votre esprit de façon consciente et en l'éloignant et en le rendant de moins en moins important. Vous allez voir que dans votre esprit,
il aura moins de place et dans votre vie, il prendra beaucoup moins de place. Et je vais vous dire autre chose, et c'est souvent très agréable de se sentir en maîtrise et de ne pas se dire c'est mes soucis qui me drive, c'est un peu malheureusement ce que je vis qui fait de moi la personne que je suis. Non, 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 j'ai une certaine maîtrise, j'ai ce qu'on appelle souvent, je le dis souvent, j'ai cette Bechirat Rofshit que le ciel nous a donné, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui va me permettre de pouvoir être dans le pouvoir de pouvoir. Et ça, c'est très, très important. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui me tient spécialement à cœur. Et quand on parle d'être créatrice de sa vie, actrice de sa vie, on peut l'être si on a conscientisé un dossier qui me semble extrêmement important. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les associations neurologiques. Alors, c'est quoi une association neurologique? Alors, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une association? Une association, c'est quand je vais m'associer avec quelqu'un pour pouvoir mettre en place, on va dire, un lien spécifique entre lui et moi. Ça peut être un lien physique, ça peut être un lien... Donc, on va essayer de créer un lien et on va autour de peut-être quelque chose qui nous intéresse et c'est ça, on va dire une association. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une association neurologique? En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes, ou tout ce que vous n'êtes pas encore, on va dire ça comme ça, ou tout ce que vous avez obtenu, ou tout ce que vous n'avez pas encore obtenu, est le résultat des associations que vous avez formées. On a tous et toutes formé des associations neurologiques autour de situations qui ont été importantes pour moi et desquelles j'en ai sorti une traduction et une conclusion. Alors, je m'explique. Certaines personnes viennent me voir et me disent « Écoute, Rana, j'arrive pas à trouver mon âme sœur, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas. J'ai 35 ans, ce sont des jeunes femmes merveilleuses, elles ont tout pour elles. Elles n'arrivent pas. La vraie question, ce n'est pas que tu n'as pas de chance, comme on pourrait l'imaginer, ou peut-être, je ne sais pas moi, peut-être le ciel m'a abandonnée. Non, je ne pense pas. J'en suis persuadée. Je ne sais pas que je ne pense pas, j'en suis persuadée. La vraie question, c'est, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as associé autour du mot mariage? Quelle est la traduction que tu as donnée au mot mariage? Alors certains, au travers de leur expérience, ça peut être peut-être dans leur enfance, ils ont vu peut-être des parents qui formaient une cellule forte. Alors le mariage, c'est le partage, c'est l'affection, c'est la sécurité, c'est la famille, c'est la tendresse, c'est aussi un moyen d'évolution. Okay. Mais il y en a certains, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu as associé au mot mariage, et ils vont vous répondre c'est des conflits, c'est beaucoup de concessions, c'est un manque de liberté, c'est quitte ou double, ça peut être ça, je l'entends beaucoup, c'est quitte ou double, c'est la négation de soi. Comprenez qu'avec ces définitions, vous éloignez de vous ce que vous recherchez le plus. Vous connaissez la définition, ce sur quoi je me concentre se développe. En fait, la vie t'a donné des expériences et toi, tu as créé des associations neurologiques. Ça peut être des associations physiques, des associations émotionnelles qui vont structurer ta neurologie et qui vont faire que tu vas attirer à toi des situations qui vont vraiment valider ce que tu penses.
C'est plus que des croyances, parce que certains vont me dire, ah, c'est des croyances, ça. C'est encore plus que des croyances. Ça veut dire qu'en fait, on va conditionner un mindset, notre mindset, et finalement, on va éloigner de nous ce qu'on voudrait le plus. Quand une femme, par exemple, admettons, divorce, vous comprenez que si elle ne change pas les associations qu'elle a mises autour, par exemple, de la relation, ça peut être ça, elle va avoir beaucoup de mal à refaire confiance et à re-rentrer, pas parce qu'elle a été trahie, mais par rapport aux associations qu'elle a choisi d'installer autour du mot relation, par exemple. Comment s'installent ces associations neurologiques? Écoutez bien, par 3 biais. Par des émotions fortes qu'on a ressenties, on a été très touché. Mindset. Mindset. Voilà, vous me dites c'est quoi un mind? C'est mindset. D'accord? Notre état d'esprit. Qu'est-ce que je disais? Oui, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je me suis perdue. Je disais qu'en fait, une personne qui ne va pas faire ce travail de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai associé à la relation? C'est une personne qui aura beaucoup de mal à se réengager. Alors, comment est-ce qu'on... Ah oui, c'était ça que j'avais dit. Voilà, j'ai retrouvé. C'est comment j'installe ces associations neurologiques de 3 façons. Vous savez que quand vous avez des émotions fortes, c'est ça qui vous permet d'encoder des souvenirs. Par exemple, vous allez ressentir le jour de votre mariage des émotions extrêmement fortes. Donc, c'est ça qui, en fait, garde le souvenir intact à l'intérieur de vous. Exactement, même 30 ans, 40 ans après, vous vous rappelez de détails parce que ce sont les émotions. Alors, justement, là aussi, vous avez encodé des émotions fortes par rapport à ce que vous avez vécu, que ce soit dans votre enfance ou que ce soit, par exemple, dans votre vie d'adulte. Vous avez vécu peut-être un mariage qui a échoué. OK. Mais aussi, par choix, c'est vous qui avez choisi de donner cette traduction. Parce que je vous ai dit, certains vont encoder le fait que le mariage, ça veut dire ça, 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 et d'autres, autre chose. C'est par choix. Et la 3e biais, c'est par la répétition. On a répété. Ah, tu sais, le mariage, hein, c'est vraiment une question de chance. Hein, c'est qui tout double. Hein. Ah, le mariage, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Le mariage, on va me mettre devant des fois des personnes qui sont pas saines d'esprit. Enfin, tout ce que vous avez envie, c'est toi qui as choisi. Donc, si tu as envie de changer d'association neurologique, tu sais quoi? Renverse la vapeur. Renverse la vapeur. Et qu'est-ce que tu fais? La bonne nouvelle, c'est que tu peux créer de nouvelles associations neurologiques. Donc, quand tu sens que tu es embuté dans un système et que tu n'arrives pas à avancer, c'est dis-toi tout de suite quelle association neurologique, qu'est-ce que j'ai associé à cela? Ça peut être aussi une association autour de la réussite. Qu'est-ce que j'ai associé au mot réussite? Peut-être que c'est vanité, peut-être que c'est je ne sais pas moi, orgueil, peut-être que... Enfin, d'accord? Si tu veux sortir et pouvoir réussir, il va falloir que tu renverses la vapeur et que tu fasses quoi? Eh bien, que tu développes un nouveau choix. Donner la définition qui te convient. Deuxièmement, il va falloir que tu répètes ce nouveau choix. Tu le répètes et tu te mets avec ta feuille et tu marches, tu actives en même temps cette partie du cerveau qui s'appelle le cervelet, celui qui gère tous les stimuli. OK? Et 3e point, quand tu fais ça, ressens les bonnes émotions, les bonnes sensations qui t'animent.
Waouh! Là, tu as fait un travail exceptionnel. Tu vas te rendre compte qu'en vérité, tout ce que tu avais mis autour du mot réussite était complètement inapproprié, était presque à la limite stupide, et qu'aujourd'hui, ça restait presque une interprétation, et qu'aujourd'hui, tu peux créer de nouvelles associations. Et quand je me focalise sur ces associations, ce sur quoi je me concentre se développe. On va commencer à ne pas comprendre, mais les choses vont se développer dans le sens dans lequel j'ai envie d'être. Et ça marche comme ça. Donc, posez-vous, mesdames, cette question. Quand vous êtes bloqué comme ça dans un dossier, vous vous dites, oui, j'y arrive pas, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est inapproprié, j'ai envie de dire, c'est stupide. Vous êtes dans un système un peu d'excuses. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai associé à ça? Qu'est-ce que j'ai répondu? Et vous allez voir qu'en faisant un nouveau choix, en donnant de nouvelles répétitions et en générant de nouvelles émotions, mesdames, vous allez vivre quelque chose de complètement différent. Tout à l'heure, je vous disais que être créateur, c'est savoir prendre ce que le ciel m'a donné. Le ciel m'a donné des matériaux de base. Il m'a donné un physique X. Il m'a donné une intelligence telle. Il m'a donné, je ne sais pas moi, il m'a donné des capacités peut-être artistiques ou pas. D'accord? Mais il m'a donné des matériaux de base qui correspondent à mon projet de vie. Quand je remets en cause, en fait, et que je me dis, mais je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, en réalité, c'est comme si je vous disais, tenez, regardez, prenez mes lunettes, mettez-les, ça va vous aider. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Être créateur de sa vie, c'est pas, on va dire, recevoir que des choses agréables et plaisantes dans la vie. Je pense que c'est dire oui à la vie. Oui. Regardez quand vous dites oui, faites l'essai avec moi. Dites oui. Et après que vous avez dit oui, dites non. Regardez ce qui se passe là. Vous êtes en rupture avec le mouvement de la vie. Dire oui à la vie, je répète, c'est pas aimer tout ce que l'on vit. Hein. Je n'ai pas dit que tout ce que l'on vit, c'est sympathique. Non. Mais c'est de se dire que ce que j'ai, c'est carrément ce qui correspond à mon projet de vie. Et vouloir autre chose ou vouloir ce que l'autre a, c'est comme si moi je vous donnais mes lunettes et je vous disais, allez, tenez, je vais vous aider, voilà mes lunettes, vous allez mieux voir. Vous allez dire, écoute, Rana, tu m'encombres avec tes lunettes, tu ne m'aides pas du tout. C'est réellement cette capacité de prendre ce que le ciel m'a donné et de se réinventer avec. C'est ça un acteur, c'est ça un créateur. C'est, eh bien, pas se dire, quand j'aurai ça, je pourrai faire ça, mais c'est se dire, ok, j'ai reçu ces matériaux de base, on me les a remis, le ciel me les a remis, parce que ça correspond à mon projet. Et c'est avec ça que je vais pouvoir me développer. C'est avec ça. Donc, bien sûr que un créateur, vous savez, hein, vous voyez au quotidien, la vie, elle est tapissée d'exigences. Mais le créateur, c'est quelqu'un qui, face à ces exigences, essaye de trouver les moyens de pouvoir vivre et ne pas être justement dans des non-choix. L'exigence, ça revêt le caractère, ça revêt une traduction qui fait référence à un manque de choix, un manque de liberté, les exigences de la vie. Il va falloir que je sois ci, je sois ça, il va falloir que je donne une telle éducation, il va falloir que je donne à la maison, au travail, avec mes amis. Donc, beaucoup d'exigences. L'acteur dans ce monde, c'est la personne qui, face à ces exigences, a choisi de se poster sur la case moyen. C'est quoi mes moyens? Quels sont mes moyens par rapport à cela?
Là, je ne suis pas encore coincée dans quelque chose. Là, je suis en train de dire oui à ce qu'on m'a donné. Et pas se dire, si j'avais eu ça, j'aurais pu être cela. Ça, c'est vraiment l'antithèse. C'est vraiment la victime, ça. Penser ainsi, c'est rester dans un système de victimisation. Par contre, le créateur, il ne se dit pas, bon, je n'ai pas reçu ça, donc je ne peux pas. J'ai ce que j'ai, voilà, j'ai mon lot. Ça, c'est mon lot. C'est celui qui appartient à Chana. D'accord? Et je vais mettre en place une stratégie avec tout ça pour être heureuse. Je vais mettre en place une stratégie avec tout ça pour être heureuse. C'est différent. C'est différent. C'est en fait, c'est un peu réinventer sa vie. C'est pas rester sur j'ai pas tout, mais au contraire, c'est même pas tant vouloir ce que l'on n'a pas, c'est vraiment aimer ce que le ciel a décidé qui est bon pour moi. C'est beaucoup plus fort. D'accord ? Et ça, c'est vraiment aussi cette capacité à être dans l'innovation, dans la création. Et quand je dis oui, regardez, quand vous dites oui, vous vous raccrochez à la vie, vous êtes dans votre vivance. Et ça, c'est important. Donc, c'est un pouvoir que l'on a et ça me permet justement de dépasser un conditionnement naturel qui est, je m'installe un peu dans la frustration, dans le manque, pour aller vers un développement de mon plein potentiel. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un reconditionnement de notre mindset. Je vais terminer par un point qui me semble important. C'est que quand on parle de bonheur, quand on parle de se réinventer, quand on parle de ce mouvement qui doit être à l'intérieur de moi incessant, d'accord, cette capacité à être actrice, à garder les rênes de sa vie, on oublie souvent quelque chose qui me semble important. Vous savez que vous avez des hormones à l'intérieur de vous qui conditionnent votre vie, qui conditionnent votre bonheur. Elles sont au nombre de 4. Et je pense que c'est des hormones, qu'on appelle les hormones du bonheur d'ailleurs, qui ne sont pas juste un peu éphémères, mais qui ont réellement une place importante dans ma volonté de pouvoir me déployer au mieux dans ma vie. Je vais les citer et je vais vous expliquer un petit peu à quoi elles servent et comment on peut en développer dans la vie, parce que c'est quand même des facteurs importants à une vie de réussite en tous les cas. La première, c'est la dopamine. La dopamine, cette hormone capitale qui, en fait, va m'aider à atteindre mes objectifs. Si je manque de dopamine, si je manque d'énergie, vous savez quoi, je vais traîner un peu la patte. Je vais savoir que c'est important, mais je vais y aller en traînant la patte et je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Plus la récompense est importante et plus je vais avoir des pics de dopamine et plus je vais être dans une stratégie d'évolution. Donc, chercher de la dopamine, on va voir peut-être comment. Après, il y a l'endorphine. L'endorphine, c'est vraiment cette hormone qui va permettre de réduire la douleur et retrouver toute ma sécurité. D'accord ? Comment est-ce qu'on réduit la douleur et on retrouve sa pleine sécurité ? C'est quand on se connecte, alors il n'y a pas que ça, attention mesdames, ça serait réducteur, c'est quand on se connecte et on vit connecté à ses émotions. Ça veut dire quoi, vivre connecté à ses émotions? C'est quand on pleure vraiment, quand on a besoin de pleurer, quand on va rire de plein cœur et qu'on va vraiment se lâcher. Et bien là, on va déclencher de l'endorphine. Et c'est une hormone très, très, très importante. Vous savez, il y a des gens qui, pour pouvoir justement ressentir, pour pouvoir, comment je vais dire ça, ou même chercher à se faire un peu mal pour retrouver une dose d'endorphine. Après, on a
l'ocytocine, hein, c'est une hormone de l'attachement, une hormone magnifique, et ça se développe au travers de l'intimité avec des amis, dans sa vie aussi conjugale, se sentir aussi appartenir à un groupe, c'est très important, cette notion d'appartenance. Je vais dire on va passer par le stade de lâcher la méfiance pour vraiment aller vers la confiance. Donc, je vais dire que l'ocytocine, c'est une hormone extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on est des mammifères et on a besoin de liens. Et le lien, eh bien, ou peut me rendre fort, ou peut me rendre fragile et dépendant. Ça dépend. Ça dépend à quel niveau. Si justement, j'ai développé un lien sécure, un lien finalement où je me sens appartenir à un groupe, où je sais développer des moments de relation. D'abord, la première relation à développer, c'est avec nous, hein, bien sûr. Si je développe cette belle relation avec moi-même et que je n'ai pas de difficulté à développer la relation avec l'autre, c'est quelque chose qui va s'injecter à l'intérieur de moi. Et bien sûr, la dernière, c'est la sérotonine, c'est la 4e hormone qui est vraiment créée de la satisfaction. C'est ce sentiment de se sentir aimé et respecté. Ça, c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on, justement, rapidement, comment est-ce qu'on développe ces 4 hormones qu'on appelle les hormones du bonheur? Eh bien, je pense que quand on veut justement développer de la dopamine à l'intérieur de soi, il ne suffit pas des fois de prendre des compléments alimentaires, hein, qui peuvent aussi aider, mais je pense qu'il va falloir apprendre à célébrer nos victoires. Attention, quand je parle de victoire, ce n'est pas célébrer les grands succès que j'ai pu avoir, mais apprendre justement à allumer des étincelles de satisfaction dans votre vie et regarder un petit peu toutes les petites choses que vous faites au quotidien qui font de vous cette personne exceptionnelle. Hein, on n'est pas une personne exceptionnelle parce qu'on a monté l'Himalaya, mais on est une personne exceptionnelle parce qu'on a pensé au goûter des enfants, parce qu'on a préparé une belle table de Shabbat, parce qu'on a, on a pris le temps de parler avec un enfant le soir parce qu'on se sentait un peu, on a pris le temps de raconter une histoire, et c'est des petites choses comme ça qu'il faut apprendre à célébrer. Pourquoi? Parce que les gros succès sont très, très rares, et les petits succès sont beaucoup plus accessibles. Et je vais vous dire, mesdames, sachez-le, le cerveau ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence et il donnera autant de dopamine pour des petits succès que pour des grands succès. Donc, allumez le maximum en disant « c'est super, c'est génial ce que j'ai fait ». Appuyez sur ce qui marche pour aider ce qui marche moins. Envoyez-vous ces étincelles de satisfaction. Par contre, je vais mettre quand même un bémol à cela. Un bémol, qui est le suivant, mesdames. C'est qu'il faut faire attention que lorsque vous envoyez comme ça de la gratitude, ne pas vous donner derrière après ce qu'on appelle une autorisation morale. Je vais vous expliquer. Quand vous dites, par exemple, admettons, tu as gardé ta colère et tu as su la gérer, tu as attendu qu'elle descende, que ton intensité émotionnelle est descendue, tu as pris ton courage, tu es parti voir ton enfant et tu lui as dit, écoute, je pense que tu n'as pas compris, je n'ai pas compris, si tu veux, il va falloir qu'on parle. Alors qu'en réalité, vous vous sentiez dans vos pleins droits, ce n'était pas juste. Vous ravalez Volvada, vous essayez justement d'attendre de pouvoir vous calmer, et vous revenez voir votre enfant. En sortant de cette discussion, il y a 2 façons de faire. C'est de se dire, waouh, c'est super, Hana, tu as vraiment assuré, bravo, c'est super, tu es une super femme. Peut-être ça, on va se dire. Mais ça, quand vous vous dites ça et que vous touchez votre dimension identitaire, sachez une chose, c'est que vous allez tout de suite après vous donner une autorisation morale. Et vous allez disjoncter un petit peu dans un dossier. Parce qu'en fait, vous avez touché votre dimension identitaire. Et vous vous êtes permis maintenant de pouvoir ne pas être à la hauteur. Je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être plus vous parler. Admettons,
Vous avez fait une heure de sport, vous êtes contente, vous êtes très fière, c'est super, génial, je tiens mes engagements, je suis une femme super, très bien. Eh bien, dès que vous allez justement associer ça à la personne que vous êtes, donc ramener ça à votre dimension identitaire, vous allez vous autoriser à manger une charlotte au chocolat. C'est ce qui va vous donner cette permission morale de pouvoir flancher. Il y a une autre façon de faire. C'est de revenir plutôt sur la dimension comportementale. C'est-à-dire, OK, c'est génial ce que tu as fait. Tu t'es rapproché de ton objectif. Ton objectif, c'est je ne sais pas moi, d'installer une belle relation avec ton enfant. Bravo, je me rapproche de mon objectif. Et là, ce n'est pas du tout le même impact que de dire bravo, tu es une mère exceptionnelle. Pourtant, ça pourrait être semblable. Quand on dit allumer des étincelles de satisfaction, c'est s'envoyer de la gratitude et on en a besoin. Mais il faut faire attention parce que j'aime le dire, parce que des fois, ça peut être contre-productif. Donc ça, c'est concernant la dopamine. L'endorphine, tout à l'heure, je parlais d'émotion. Vous savez, apprenez à utiliser ces 80 muscles que le ciel nous a donnés pour pouvoir sourire, pour pouvoir rire, pour pouvoir être... le sourire, c'est pas juste ou le rire, c'est pas juste quelque chose de sympathique, c'est quelque chose de contagieux et c'est surtout un ouvre-cœur, c'est surtout un vecteur de lâcher prise, c'est quelque chose qui va vous permettre de tout simplement développer cette deuxième hormone du bonheur. Et si on s'habitue, vous savez qu'il y a des thérapies qui sont autour du rire. C'est simple ce que je vous dis, mais tellement important. On parle des 5 rires par jour qui encouragent la personne à se mettre devant une glace et à s'éclater de rire, à se forcer de rire. Donc, vous voyez bien que, c'est quelque chose qui va pouvoir alimenter et développer à l'intérieur de vous cette hormone dont on a besoin. Et vous savez, je vais vous dire, quand vous êtes comme ça, c'est aussi un moyen, ou alors ça peut être aussi de pleurer. Vous avez besoin de pleurer, mais allez-y, mettez-vous dans votre chambre et pleurez. C'est une façon aussi, tout simplement, de rentrer dans vos émotions et de pouvoir justement lâcher tout ce que vous avez besoin de lâcher et développer de l'endorphine qui est très bon pour le corps et pour l'esprit. C'est aussi une manière de rentrer dans votre vulnérabilité. Et ça, c'est très bon, mesdames. L'émotion, c'est souvent quelque chose qui rejoint dans l'esprit de l'homme une espèce de vulnérabilité. Moi, j'appelle ça, au contraire, être connecté à ses émotions, c'est connecter à sa puissance. Mais là, c'est réellement me connecter pour certains à ma vulnérabilité. Donc, ajoutez du fun dans votre vie, illuminez votre vie, prenez le temps de rire, même si vous êtes dans des familles où c'est peut-être pas très bien perçu, enfermez-vous dans votre chambre et faites-le. Vous allez voir dans quel état de lâcher prise vous allez être et c'est très bon. Et le dernier, l'ocytocine, pardon, excusez-moi, c'est le troisième. L'ocytocine, c'est apprenez pour pouvoir justement créer un lien avec l'autre et se sentir appartenir à un groupe classe, il va falloir apprendre à donner sa confiance. Même si certaines personnes ont du mal à donner leur confiance, c'est quelque chose sur lequel ils doivent s'exercer petit à petit. Et faites de vous une personne de confiance aussi. C'est encore différent. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez, tenez vos engagements. C'est primordial. D'accord ? Il faut que les autres puissent penser que vous êtes une personne de confiance. Et quand je tiens mes engagements, c'est aussi une manière de pouvoir d'abord me faire confiance et faire beaucoup plus confiance aux autres. Parce qu'encore une fois, vous connaissez la règle, je ne peux pas donner à l'autre quelque chose que je ne me suis pas donné, quelque chose que je n'ai pas développé avec moi-même. Quand on parle aussi d'ocytocine, installez de façon, on va dire, de façon sciemment des espaces tendresse dans votre journée. Des espaces tendresse où je vais me donner de la tendresse et je vais donner de la tendresse aux autres.
C'est quoi se donner de la tendresse? Vous savez, ça peut passer par le fait de moi-même me prendre ma main et me dire, écoute, allez, ça va, Hana, ça va aller, t'inquiète. Me donner comme ça un petit geste affectueux. Et ça peut être aussi, eh bien, avoir le besoin d'envoyer des messages de tendresse à mes enfants, d'envoyer des messages de tendresse à votre conjoint. Mais ces moments-là sont pas, j'ai envie de dire, aléatoires ou elles sont pas optionnelles. Elles sont essentielles. C'est des moments que vous choisissez d'installer parce que quelque part, vous allez développer ce sentiment d'appartenance, vous allez développer un lien plus fort avec les personnes que vous aimez et vous allez aussi libérer de l'ocytocine à l'intérieur de vous et c'est très, très, très bon. Et le dernier, la sérotonine, c'est se sentir important, se sentir fort. Et je pense que pour se sentir important, ça me renvoie à la notion, bon, on ne va pas l'ouvrir, on ne va pas en parler parce que c'est tout un dossier, c'est revenir à cette notion de validation inconditionnelle de qui je suis. C'est quand on se sent important, se sentir fort, c'est aussi, c'est pas être fort, j'ai pas envie de dire que c'est être fort, c'est valider inconditionnellement la personne que je suis et en l'accompagnant de cette façon, je vais justement développer une espèce de puissance intérieure, je vais m'autoriser à faire les choses, je vais me challenger, je vais donner des choses qui sont à l'intérieur de moi que même j'ignorais. Donc réellement, j'ai envie de dire que la sérotonine, pour pouvoir me sentir important et avoir ce sentiment que j'en vaux la peine, que je suis une personne qui a du mérite, il va falloir commencer par me valider inconditionnellement. C'est quoi me valider? C'est valider mes défauts et mes qualités. En fait, c'est valider ma dimension d'humain. Un humain, il est fait de lumière et de zones d'ombre. Mesdames, c'est comme ça. On n'est pas fait que de zones de lumière, on n'est pas parfait. Donc, si je veux rentrer dans ma dimension d'humain, il va falloir valider la personne que je suis. En fait, tout ce qui me compose. Et c'est OK+, comme on dit en analyse transactionnelle, c'est OK+, ou OK-. Et c'est aussi OK+, d'être pas au top. Et ça va libérer aussi cette hormone qu'on appelle la sérotonine. Alors, vous l'avez compris, en 2 mots, si on devait un peu clôturer ce dossier, on pourrait rester parler, si on s'écoutait, on pourrait parler toute la nuit, hein, mais vous devez rentrer, et moi aussi. Mais si je devais mettre un mot de la fin, je dirais que finalement, être acteur de sa vie, c'est vivre en conscience éveillée. C'est ça. C'est comme si vous ouvriez vos yeux autour de vous et que vous viviez en conscience éveillée avec tout ce qui est mis à votre portée pour vous développer.